Savary, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, merci de m'accueillir de façon éphémère et transitoire dans votre commission qui, je sais, a beaucoup contribué et travaille beaucoup et s'intéresse beaucoup à ce sujet. Je voudrais, avant de présenter ce projet de résolution, le mettre en perspective pour que vous sachiez bien les uns et les autres de quoi il s'agit par rapport à ce que sont les premières réglementations européennes sur le travail détaché. La première et la fondatrice date d'une directive de 1996. On d'abord quelques petits éléments de rappel sur ce que représente le travail détaché. Le travail détaché, c'est aujourd'hui dans l'ensemble de l'Union européenne 1,9 million de travailleurs, mais avec une très forte progression, c'est-à-dire on est à plus 44,4% d'augmentation du nombre de travailleurs détachés par rapport à 2010, même si ces travailleurs détachés représentent qu'autour de 1% de l'ensemble des salariés de l'Union européenne. En France, il y a en 2015 286 025 salariés détachés déclarés, plus 25% par rapport à 2014. C'est considérable, mais c'est lié à la législation que nous avons mise en place et qui fait qu'elle est très dissuasive sur les donneurs d'ordre, est devenue très dissuasive, on en reparlera. Et il y avait jadis tout autant, peut-être plus de travailleurs détachés, mais ils étaient beaucoup plus clandestins. Donc ça veut dire que notre législation, paradoxalement, avec des chiffres qui augmentent, commence à trouver son efficacité, bien que les décrets d'application aient été relativement tardifs. Ça veut dire qu'en 10 ans, le nombre de travailleurs détachés déclarés a quasiment été multiplié par 10 dans notre pays. Et le nombre total de jours de détachement atteint aujourd'hui 10,7 millions de jours, c'est-à-dire plus 11%. Par ailleurs, nous avons 290 000 salariés français détachés à l'étranger, dont 18 000, de façon un peu particulière, du Luxembourg en Lorraine. C'est-à-dire qu'on utilise un artifice pour faire en sorte, le patronat utilise un artifice pour faire en sorte que un certain nombre de travailleurs de haut de gamme, c'est-à-dire ingénieurs, informaticiens, soient recrutés chez eux, en zone frontalière, après avoir été se faire employer dans un pays où la couverture sociale n'est pas négligeable néanmoins, mais dans un pays où les charges sociales sont payées ailleurs, c'est le Luxembourg. On reviendra sur ce sujet. Le problème des travailleurs détachés a évidemment pris un relief particulier à la faveur de deux événements. L'élargissement. Avant l'élargissement, les écarts de salaire minimum ou de rémunération minimum, parce que les SMIC n'existaient pas partout, étaient de 1 à 3 en 1996, quand la première directive détachement a été mise en place. Ils sont aujourd'hui de 1 à 10, du fait qu'on a accueilli des pays qui ont des salaires beaucoup plus bas, comme la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne. Ça a été un des premiers appels d'air du détachement. Le second, ça a été la crise de 2008, qui a concerné surtout les régions du sud de la France, comme la mienne, puisque la crise ayant été très violente en Espagne ou au Portugal, nous avons eu énormément de pression de la part de ces pays, avec des montages qui n'étaient pas toujours très rigoureux. Aujourd'hui, le SMIC horaire brut mensuel en France est de 1 466,62 €. En Roumanie, il est à 218 €. En Pologne, à 410 €. En Bulgarie, à 584 €. En Allemagne, à 1473. 6 pays n'avaient toujours pas de SMIC en 2015. L'Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie et Suède. On peut dire que la loi du 10 juillet 2014, que j'ai eu l'honneur d'introduire dans cette Assemblée, confortée par la loi Macron qui a considérablement alourdi les sanctions. Et je vous rappelle que notre loi, globalement, repose sur 2 points. La responsabilité du maître de l'ouvrage ou du donneur d'ordre, tout secteur et toute chaîne de sous-traitance concernée. Toute la chaîne de sous-traitance est concernée et tous les secteurs sont concernés, ce qui veut dire que le donneur d'ordre aujourd'hui est tenu, en responsabilité civile, de faire en sorte et de contrôler que tout travailleur détaché sur son chantier, quelle que soit la chaîne de sous-traitance, est bien déclaré à la directe. Et que deuxièmement, il est solidairement, financièrement solidairement responsable du paiement des salaires et du logement, de l'ensemble du logement dans des conditions dignes et salubres, si je puis dire, de l'ensemble des ouvriers. Ce n'est pas tout à fait rien, parce que jusqu'à présent, il se passait un peu tout et n'importe quoi. En 2015, 9 120 actions de contrôle ont été menées, grâce à la réorganisation des services de la directe de la loi Rebsamen, qui font qu'on dispose dans chaque région d'un service spécifique d'inspecteurs du travail
dédié à la lutte contre le travail illégal, qui est relié à une cellule nationale qui, effectivement, essaie de contrôler tout ça et est en train de le mettre en place sur un fichier. Le rythme mensuel depuis septembre de contrôle est de 1300 contrôles, soit en un seul mois, plus que l'ensemble des contrôles qui étaient réalisés avant 2013. 1303 contrôles ont été effectués en moyenne depuis septembre. Le manque à gagner pour la sécurité sociale est de 380 millions d'euros, y compris évidemment sur le détachement légal, puisque vous savez qu'un détaché paie ses charges sociales dans son pays d'origine. Les amendes et les sanctions administratives engagées, entre juillet 2015 et mars 2016, l'administration a prononcé 291 amendes pour un montant de 1,5 million d'euros, concernant 1382 salariés détachés. 15 fermetures de chantier immédiates ont été prononcées sur des propositions directes par les préfets. 639 infractions sont transmises au parquet, dont les 3/4 relèvent du travail illégal. Et il a été mise en place une convention de lutte contre la fraude au détachement entre les pouvoirs publics et le BTP. En d'autres termes, même si nous sommes au tout début de la mise en œuvre, puisque le dernier décret date de septembre dernier, le dispositif législatif que vous avez voté fonctionne. Et c'est une des raisons pour laquelle on a une augmentation brutale des salariés déclarés détachés. Mais c'est un sujet qu'il faudra, me semble-t-il, approfondir pour aller voir pourquoi il y a 286 000 salariés détachés en France. Et je pense qu'il faudra le regarder sans tabou. Il y en aura probablement toujours, parce que le détachement est la forme moderne de l'immigration de travail et que les gens rentrent chez eux. Jadis on quittait l'Italie, on quittait la Pologne, on quittait l'Espagne. Aujourd'hui, il y a des modes de transport tels qu'on ne quitte pas la Pologne, on vient travailler en détachement, on ne quitte pas la Roumanie, on vient travailler en détachement, en France ou ailleurs. C'est une forme moderne d'immigration de travail qui a toujours existé en France. Et il faudrait voir à quoi elle correspond. Je viens de passer 8 jours en immersion en Pologne sur ce sujet, dans une visite non officielle, où j'ai ramené des choses extrêmement intéressantes et où j'ai pu observer les commandes d'entreprises françaises, notamment les chantiers de l'Atlantique, pour des travailleurs détachés sur des segments où ils prétendent ne pas avoir aujourd'hui de salariés français qui sont compétents et qui peuvent faire ce travail. Et j'ai observé aussi qu'ils étaient payés et rémunérés, que le coût du travail était légèrement supérieur au coût du travail d'un salarié français. C'est-à-dire tout compris, paiement de charges sociales par l'entreprise polonaise, puisque c'est elle qui les paye, prise en charge du transport, nourriture, hébergement, plus temps de pause week-end en France. Le coût du travail commence aujourd'hui, et c'est une note du Trésor qui, je crois que ça a été révélé ici, non, c'est en commission des finances, une note du Trésor français vient de nous dire qu'effectivement, grâce au CICE, au pacte de responsabilité, qui sur les bas salaires ont considérablement fait baisser les charges, aujourd'hui, si notre législation est respectée, sauf dans le cas du transport routier international, il y a une convergence extrêmement rapide des salaires dans la plupart des métiers. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il faudrait que l'on arrive à voir clair. Je pense qu'il faudrait qu'on demande au gouvernement une étude précise sur ce sujet. Il ne s'agit pas simplement, comme dirait le général de Gaulle, de dire travail détaché, travail détaché, travail détaché, il faut l'interdire, ce qui est complètement absurde. Il s'agit de voir pourquoi on aura toujours un peu de travail détaché dans ce pays et essayer de le traduire en politique publique nationale pour voir comment inciter dans certains domaines, en particulier l'agriculture, qui est très friande de tout ça. C'est le seul secteur, y compris la FNSEA, qui refuse de participer à notre combat contre le travail détaché. Il faut que vous le sachiez, elle considère que c'est une facilité tout à fait considérable, puisque jadis, chez moi, quand on recrutait des travailleurs saisonniers, on en était responsable individuellement au titre du contrat de travail saisonnier, et aujourd'hui, on n'en est plus responsable individuellement. On est pratiquement avec un contrat qui est bouclé, c'est-à-dire 3 jours de travail de prestation de service à tel prix pour 4 hectares de vendange, terminé, circulé, il n'y a rien à voir, que le type soit malade, qu'il faille évacuer 3 personnes, ce n'est pas un sujet. Donc il faut bien voir aussi qu'une partie de notre secteur productif en fait une facilité. Voilà, on reviendra sur ce débat tout à l'heure, je l'espère. Voilà, donc voilà où l'on en est aujourd'hui dans le tableau. Maintenant, le projet de révision de la directive européenne. Vous savez qu'à partir de... Donc la première directive, c'est 96. 96, elle dit quoi? Elle dit 3 choses. 1, le travail détaché, c'est quoi? C'est 3 types de détachement.
une entreprise qui envoie des travailleurs dans un autre pays, soit pour faire de la prospection commerciale, soit pour honorer une commande, soit pour faire du service à plante, soit pour avoir une collaboration, former son salarié. C'est une entreprise ou pas simplement une entreprise. Ça peut être une administration, ça peut être un orchestre qui envoie un chef d'orchestre en résidence, ça peut être le CNRS qui envoie des chercheurs. Cette conception du détachement était antédiluvienne, elle a largement préexisté à l'Europe. Deuxième type de détachement identifié par l'Union européenne en 1996, le détachement intragroupe. En gros, ce n'est pas parce que vous avez un établissement en Slovaquie que vous pouvez faire venir votre ouvrier slovaque au tarif slovaque en France. D'accord. Donc il faut déclarer un détachement intragroupe. Compliqué à gérer et à contrôler. Et enfin, il y a eu des procès retentissants, dont le procès d'Entresangle dans le mode des transports récemment, qui était justement ce type de détachement. Et troisième type de détachement, le détachement d'intérim. On peut détacher un travailleur intérimaire de Pologne, de Bulgarie, en France ou en Allemagne. On reviendra sur ce sujet extrêmement sensible. Voilà ce que dit la directive. Première chose. Deuxième chose, elle dit il faut respecter le salaire minimum du pays, nonobstant le fait que dans certains pays, il n'y a pas de salaire minimum, et que c'est comme ça que les Allemands ont recruté dans les abattoirs des gens très bon marché, et ont fait basculer les abattoirs bretons. Parce qu'il n'y avait pas de salaire minimum en Allemagne, et que c'était subsidiaire. Chacun organise ses conditions sociales comme il le souhaite. Personne ne pouvait obliger, envoyer les chars contre l'Allemagne en disant « je veux un salaire minimum au niveau français ». C'était quand même une faille de la directive. Mais elle disait qu'il doit être payé au salaire minimum. Et troisièmement, elle disait qu'il doit respecter les conditions de travail, un noyau dur de conditions de travail, les congés payés, les temps de pause, le temps de travail, enfin bref. Voilà ce que disait la directive. Et enfin, elle disait une quatrième chose. Pour contrôler tout ça, il y a des bureaux de liaison qui sont mis en place dans chacune des administrations du travail de tous les pays d'Europe. Et quand on ne peut pas bien identifier un travailleur détaché, on prend le téléphone à Paris, on téléphone en Bulgarie, on dit est-ce que Popov machin, eh bien vous l'avez bien identifié, est-ce qu'il est bien employé chez vous, est-ce qu'il est en conformité sociale avec, voilà. Donc ça c'est la directive 96. On a vu qu'elle ne fonctionnait plus. Il y a eu des écarts de salaire qui ont terriblement augmenté du fait de l'arrivée en 2004 des pays de l'Est. Donc on a demandé à Barroso de faire une nouvelle directive. Il a refusé, il nous a fait une directive d'application en 2014. Vous vous en souvenez? Il nous a fait une directive d'application en 2014. Bon, cette directive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle introduit la responsabilité du maître de l'ouvrage, mais pas sur tous les secteurs comme la France, et pas sur toute la chaîne de sous-traitance. Uniquement BTP, uniquement premier niveau de sous-traitance. Ça, c'est la directive de 2014. Elle impose des délais maximums en matière d'échange d'informations entre États membres parce que ça ne fonctionne pas. Je vous rassure, ça ne fonctionne toujours pas. C'est-à-dire, si la Bulgarie trouve intérêt à ce que des travailleurs bulgares enrichissent leur famille ou améliorent leurs conditions de vie, ce qu'on peut tout à fait normal, parce qu'il n'y a pas l'emploi sur place, la Bulgarie ne répond pas à nos demandes d'information. Ou du moins, elle le fait dans un délai tel que le travailleur détaché que l'on essaie d'identifier a disparu et se trouve ailleurs. Donc le système des bureaux de liaison ne fonctionne pas ou fonctionne très mal. Elle fixe une liste d'exigences administratives, liste fermée, en matière de conformité du travailleur. C'est-à-dire que voilà, le travailleur doit être en conformité avec, comment dirais-je, en règle avec les cotisations sociales, il doit être employé par une entreprise. Elle permet aux syndicats d'exercer pour le compte ou à l'appui du travailleur une action judiciaire. Et elle prévoit la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires. Voilà la directive de 2014, de l'eau tiède par rapport à l'ampleur du problème. Déjà, nous étions... notre législation est beaucoup plus avancée, puisque je vous dis, c'est tous les secteurs d'activité, toute la chaîne de sous-traitance. Je veux dire aussi que notre législation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté les sanctions administratives. C'est-à-dire qu'elle permet aujourd'hui d'intervenir de façon extrêmement rapide par les préfets et les directs, alors que la justice est embolisée très largement et a beaucoup de difficultés à instruire ces dossiers. Là, il y a un problème dans le système judiciaire. Ce sont des dossiers hyper complexes, il faut se déplacer dans ces pays. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons multiplié les sanctions administratives. Par exemple, aujourd'hui, défaut de déclaration d'un travailleur détaché, d'un seul, c'est 500 000 €. Ça peut aller jusqu'à 500 000 €. Donc, c'est considérable. Il y a eu des procès retentissants en France, vous les connaissez, EDF Flamanville, Ryanair, d'Entresangle. On pourrait y revenir. Bref, cette affaire est en train d'avancer. Les contrôles ne sont jamais exhaustifs. Je me permets quand même de rendre un hommage particulier au direct, ici.
Personnellement, connaissant bien les directs, pour des tas de raisons, je pensais qu'ils étaient suffisamment conservateurs et trop peu enclins à recevoir des consignes de Paris pour s'engager sur tel ou tel chantier. Aujourd'hui, très franchement, et je vous invite à le vérifier dans vos régions, les petites cellules de lutte contre le travail illégal qui ont été mises en place par le loi Rebsamen sont très véloces, particulièrement efficaces, et je vous l'ai dit, 1303 contrôles par mois en moyenne depuis le mois de septembre dernier. Donc c'est quand même pas tout à fait rien, même si ces contrôles sont plutôt focalisés sur le BTP. Et alors donc sous la pression de la France et de quelques pays, l'Allemagne, la Belgique, l'actuel commissaire Thyssen fait une proposition, cette fois non pas de directive d'application de la directive de 96, mais d'une nouvelle directive. Beaucoup plus ambitieuse. L'Europe, après s'être longtemps cachée derrière la liberté de circulation, enfin les principes scrupuleux du traité de Rome et la libre prestation de services, a décidé d'intervenir. Jean-Claude Juncker n'y est pas pour rien. Je crois qu'il a bien mesuré politiquement les dégâts que ça faisait dans les têtes et en matière de montée des populismes et de manipulation démagogique. On n'en est pas avare en France. On a tous entendu en tribune, il faut interdire le travail détaché, ce qui serait évidemment sinistrer la France. Ça veut dire qu'on ne peut plus envoyer personne pour vendre des Airbus, pour vendre du vin. On ne peut plus envoyer des ouvriers faire des chantiers à l'extérieur pour nos boîtes de TP. Supprimer le travail détaché, c'est d'abord, si vous voulez, se tirer une énorme balle dans le pied quand on est un pays exportateur comme la France. Donc j'ai entendu ça à la tribune, y compris de l'Assemblée nationale. Donc je me permets de dire d'emblée que ce type de démagogie peut peut-être faire des voix, mais ça fera surtout des dégâts au niveau de l'emploi français et de nos ambitions internationales et de nos facultés à vendre les produits qui sont les nôtres et à alimenter notre balance commerciale. Donc la question ne se pose pas en ces termes. Que propose la directive Thyssen? Elle propose d'abord de mettre de l'ordre dans la durée maximale de détachement, et, parce qu'elle était très floue, elle était un peu jurisprudentielle, de la limiter à 24 mois. D'accord ? Et surtout, de faire en sorte que ce soit la mission qui soit limitée à 24 mois et pas simplement le détachement d'une personne. D'accord ? Et elle prévoit notamment de comptabiliser dans ces 24 mois le temps de détachement de travailleurs qui pourraient remplacer le travailleur détaché, dont la mission aura duré au moins 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un travailleur détaché qui a fait 6 mois, on peut le remplacer tout en restant dans la durée de 24 mois. C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un pendant 6 mois et on en envoie un autre. Il n'a plus que 18 mois à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la mission, c'est pas le travail détaché. Car il y avait comme ça des redondances. C'est-à-dire qu'on changeait les types et on réincrémentait le travail détaché. Deuxième point, très important, principe à travail égal, salaire égal. Donc on ne dit plus le travailleur détaché doit toucher le SMIC au moins dans le pays d'origine, dans le pays d'accueil. D'abord parce que les SMIC ne sont pas toujours la rémunération de tous les salariés et de toutes les qualifications. Donc ça c'est très important. On dit en gros, pas en gros, précisément, ce que propose Thyssen, à travail égal, rémunération égale. C'est-à-dire que si je détache un chaudronnier polonais, là où le chaudronnier français touche 3 000 €, le chaudronnier polonais devra être à 3 000 €. Et pas au SMIC. Jusqu'à présent, c'était au SMIC. Minimum. C'est un apport fondamental. Troisième chose, obligation pour les États membres d'élaborer un portail numérique qui précise les règles en matière de salaire des travailleurs détachés, c'est-à-dire qu'il faut que les États membres soient clairs et transparents, de façon à ce qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, d'ambiguïté et de contentieux sur la base d'une information qui ne serait pas claire. La proposition Thyssen reprend notre loi. Elle élargit le champ d'application de la directive détachement à tous les secteurs et à toute la chaîne de sous-traitance. Et donc, de ce point de vue-là, la Commission, quelque part, transpose à l'envers la loi française. La loi française devient la loi européenne. Elle met en place, en outre, des dispositions au titre desquelles les conditions d'emploi et de salaire des intérimaires doivent être
les intérimaires détachés doivent être conformes aux conditions d'emploi et de salaire des intérimaires du pays d'accueil. Et enfin, elle met en place une coopération renforcée entre la Commission et les États membres, et en particulier une amorce de services européens, non pas d'inspection du travail, mais d'information sur les travailleurs détachés, permettant aux Européens d'intervenir dans les États membres qui seraient les plus hermétiques pour pouvoir donner des informations aux États membres qui en réclament. Voilà, mes chers collègues, ce que nous propose cette directive, très largement poussée par la France. Vous verrez la proposition que je vous ferai, mais elle fait l'objet d'un carton jaune. Carton jaune, c'est-à-dire procédure qui permet, ça a été institué en 2009, pour certains pays, de contester un projet de directive avant même qu'il soit soumis au Parlement européen et au Conseil. Et donc d'obliger la Commission soit à revoir sa copie, soit à l'amender, soit à amender sa copie, soit à la retirer, soit à la maintenir en l'état, mais en la motivant. Le carton jaune, pour le carton jaune, il faut un certain nombre de voix au Conseil. Vous savez que chaque pays a des voix différentes au Conseil européen. Donc il y a un quota de voix qui est opposable, qui doit être à peu près un tiers des voix du Conseil, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement, je n'ai pas le seuil. À partir du moment où ce seuil est dépassé, la Commission doit revoir sa copie. Donc là, il y a 11 États membres qui ont mis leur voix dans l'objection, dans cette espèce d'objection à directive, à législation. Et ces 9 États membres, c'est tous les pays de l'Est, plus la Croatie et le Danemark. Et donc, ils objectent, au nom de la subsidiarité, la possibilité pour la Commission de faire une nouvelle législation sur le sujet, en disant n'y touchez pas, on n'en veut pas. Donc on est dans une situation politique pas simple. Pas simple. Bon, elle est d'autant moins simple qu'il y a le Brexit, hein, et qu'il va falloir aller chercher des voix un peu partout pour essayer de réagir avec le plus de cohésion possible au Brexit. Bon. Et parce qu'en Europe, tout se tient. Toutes les négociations se tiennent. Je te donne le henné, tu me files la rhubarbe, je lâche sur l'agriculture, mais tu m'aides sur l'industrie, et ainsi de suite. Tout ça, c'est dans la boîte noire du Conseil. Donc les sujets sont compliqués. Donc ce que je vous propose comme résolution, c'est une résolution qui soit une résolution assez politique, de façon à aider au maximum le gouvernement, et que l'expression de l'Assemblée nationale française apparaisse assez ferme, en soutien de Mme Thyssen, et en soutien, et avec des préconisations qui vont au-delà. Donc non seulement on soutient la commissaire Thyssen sur son projet de directive, mais on fait entendre la voix de la France. Alors j'ai commencé à faire personnellement un tour d'Europe, hein. J'ai été voir le Bundestag, qui est très intéressé par ce que l'on fait. Il faudrait beaucoup de temps, parce que même au plan parlementaire, on pourrait aujourd'hui se trouver des alliés dans les différents pays, mais il faut... Vous voyez, je sors de Pologne la semaine dernière, mais c'était sur un tout autre sujet, je me suis fait plutôt engueuler, c'était compliqué. Mais voilà, il faut que la voix de la France soit forte. Nous avons déjà fait une loi qui était très en avant, et je pense qu'il faut qu'on mette notre gouvernement en position forte, qui puisse dire « je ne fais pas simplement un caprice, j'ai mon Parlement qui, derrière moi, m'a demandé et m'a donné mandat d'intervenir de cette façon ». Je pense que c'est ça l'utilité des résolutions européennes, c'est que l'on affirme avec le maximum de solidarité possible et le plus large spectre politique possible, chacun fera ce qu'il voudra, mais que l'on affirme que sur un sujet comme celui-là, l'Assemblée nationale est très mobilisée, très vigilante et très allante. Alors je vous lis le projet de résolution. Je ferme mon téléphone d'abord, pardon, excusez-moi. Eh oui, on ne se refait pas. Alors la proposition de résolution européenne, je vais vous la résumer. D'abord, on a des considérants au titre duquel on réitère le fait qu'on assiste à un dévoiement du détachement qui a créé un véritable marché du travail low cost, et que ce marché du travail low cost est un dévoiement des principes concurrentiels. La concurrence, c'est bon quand c'est l'émulation vers la qualité de service, l'innovation. La concurrence par le nivellement social,
ça n'est pas de la concurrence, c'est en réalité une entrave à la concurrence ou un déséquilibre concurrentiel. Donc je prends, si vous voulez, je vous propose qu'on prenne l'Europe sur ses valeurs, les valeurs du marché intérieur, la concurrence libre et non faussée ou équitable. Eh bien, elle est faussée par le fait que le détachement des travailleurs a fait l'objet de dévoiements, et pas simplement de fraude, on y reviendra, qui font qu'il y a aujourd'hui un marché du travail low cost qui est en train de perturber considérablement la concurrence et socialement de nous faire mal. Donc on soutient la Commission, et en particulier le fait qu'elle place la révision de la directive des détachements, c'est-à-dire sa nouvelle directive, sous le principe cardinal à salaire égal, travail égal. Non, à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire rémunération égale. Ça, c'est très très important. On regrette que, ça c'est le 14, que la Commission européenne, d'habitude si sourcilleuse sur l'aspect des conditions de concurrence équitable, ait réagi si tardivement dans ce domaine pour réguler ce marché du travail. Effectivement, en permanence, elle agite le drapeau rouge où elle engage des procédures d'infraction sur des entraves à la concurrence, et sur ce sujet-là, on marque le fait que l'on aurait souhaité qu'effectivement, elle intervienne plus tôt. Et alors, premier élément très important, sur le détachement d'intérim. Personnellement, je voudrais être précis sur ce sujet-là. Personnellement, je considère que si l'Europe n'est en rien l'initiateur de la procédure de détachement et peu responsable de ces fraudes, aux États membres de gérer, il y a quand même dans la directive de 96 un loup dans la bergerie qui s'appelle le détachement d'intérim. Le détachement est sain quand c'est du détachement d'accompagnement de l'économie. C'est-à-dire quand il accompagne les échanges. C'est-à-dire quand vous vendez des Airbus et que vous envoyez des types pour les mettre au point ou pour en faire le service après-vente. Quand vous vendez des bouteilles de vin et que vous détachez là-bas, pour reprendre mon département, une force commerciale. Quand vous envoyez une force commerciale, quand vous envoyez une force commerciale pour vendre des Airbus. Bon, ça c'est le détachement nécessaire. Quand vous envoyez des chercheurs, c'est le détachement d'accompagnement des échanges de biens et de services au plan international. Il est sain, il est nécessaire, il est utile, et il ne faut pas revenir dessus. Ce qu'a créé le détachement d'intérim, c'est un détachement opportuniste, c'est-à-dire un détachement de placement. Et les fraudes sont tellement difficiles à identifier et surtout à poursuivre dans un autre pays qu'en réalité, la plupart de ces boîtes d'intérim se sont développées de façon très importante pour faire du trading de main-d'œuvre bon marché, bon marché au début, même si ça converge aujourd'hui, qui consiste à placer, sans qu'il y ait une activité permanente dans le pays d'origine, et que cette entreprise qui emploie ses détachés ait obtenu un marché chez nous, en réalité, on place des chômeurs. On place du plâtrier, de l'électricien, du maçon, de l'ingénieur, qui est récupéré sur le marché du travail. Et qui ne correspond même pas, pour la plupart, à l'activité de ces agences d'intérim dans leur pays. Je reviens de Pologne avec un dossier où j'ai 25 entreprises d'intérim domiciliées au même endroit, chez un avocat polonais à Varsovie. 25. Elles n'ont aucune matérialité. Et donc ces entreprises d'intérim sont en réalité des entreprises qui vont à Pôle emploi Pologne, entre guillemets, et qui nous proposent, sous la dénomination de prestation de services internationales, des gens qui coûtent moins cher. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut stopper. Donc je me félicite que la Commission veuille l'encadrer. Je propose que ça n'est pas suffisant et que la notion de détachement d'intérim est un dévoiement au détachement des échanges et d'accompagnement et qu'on devrait supprimer le détachement d'intérim dans la directive initiale de 96. On devrait dire le détachement d'intérim n'est plus possible. Voilà. Alors on me dit, mais j'étais voir fait des colloques sur ce sujet, notamment de Polonais, encore une fois, puisqu'ils sont très présents. J'entends très bien d'ailleurs, hein. Mais ils me disent, mais c'est de la discrimination.
C'est contraire au principe de libre prestation de service. Non, simplement, vous venez vous établir en France. Nous avons besoin de main-d'œuvre polonaise, roumaine. Il est clair qu'on en a besoin. Il faudra qu'on regarde dans certains domaines. On a toujours eu besoin. On a toujours besoin de main-d'œuvre étrangère. Les étrangers ont fait la France, avec les Français à leur côté, dans les mines, partout ailleurs. Il est clair qu'on en a besoin. Aujourd'hui, il y a certains métiers qui ne sont pas, aujourd'hui, pour lesquels on n'a pas la main-d'œuvre, soit qu'on ne veuille plus y travailler, les Français, soit qu'on n'a pas suffisamment formé, on ne l'a pas vu venir. Donc on en a évidemment besoin, mais à ce moment-là, établissez vos agences d'intérim à Paris, proposez-nous de la main-d'œuvre polonaise et roumaine, au prix, évidemment, aux conditions françaises, y compris en acquittant la sécurité sociale chez nous. Car s'il y a quelque chose d'injustifiable sur l'intérim, sur le détachement d'intérim, c'est qu'évidemment, créant un marché du travail qui n'a pas de lien avec les échanges, eh bien, il tarit les régimes de sécurité sociale. C'est pour ça que je pense que le combat mérite d'être mené. Ça sera sans doute très difficile de l'obtenir à Bruxelles, mais je crois que c'est une affaire d'assez longue haleine. En tous les cas, c'est une affaire de principe. Je pense qu'on ne peut pas accepter le détachement d'intérim, qui est en réalité le vrai dévoiement. Et il explose. Il a augmenté de plus de 3000 % au cours de ces 5 dernières années. Évidemment qu'il explose. Hein, il représente encore que 23 % de la totalité du détachement, mais ça va très très vite, et je pense qu'il est très important de dire qu'on ne peut pas détacher les travailleurs intérimaires. L'intérim, c'est comme si on détachait les gens de Pôle emploi directement en Pologne ou de Roumanie ou de Bulgarie, ou de tout autre pays. J'ai d'ailleurs dit aux Polonais, faites attention, demain vous aurez des Biélorusses chez vous, parce qu'effectivement ils sont en plein boom. Ils ont un marché de l'emploi très tendu. 0% de chômage à Varsovie, pratiquement. Hein. Ils sont en train de commencer à recruter des Ukrainiens, des Biélorusses. Donc il faut leur tenir ce raisonnement. On a intérêt à réguler tout ça, parce qu'autrement, ceux qui en profitent aujourd'hui seront les victimes de demain. Et je crois que ça, c'est très important. Voilà. Donc je vous propose qu'on mène ce combat. C'est sur les détachements d'intérim, c'est à partir de 17, 18, 19, 20. Sur la procédure du carton jaune, de contrôle de subsidiarité, page 4. Je pense que les États qui ont objecté au titre du carton jaune ont fait une erreur de le faire au nom de la subsidiarité. La subsidiarité, c'est le principe selon lequel on traite une affaire à l'endroit le mieux approprié. Pour moi, sur les travailleurs étrangers, qui sont temporaires ou qui sont hypermobiles, comme les routiers, la subsidiarité, c'est l'Europe. C'est eux qui sont le mieux à même de dépasser les blocages nationaux. Voilà. Or, il nous dit subsidiarité, on ne veut pas, c'est une affaire nationale. Et c'est là où je pense qu'il faut aider notre gouvernement. Ça explique la position de Manuel Valls, d'ailleurs, avec lequel j'étais en contact. S'ils nous disent c'est une affaire subsidiaire, on peut tout s'autoriser. On peut tout s'autoriser. À ce moment-là, ça devient unilatéral. Donc je crois qu'il est très important de mentionner, de l'Assemblée nationale, que l'objection de subsidiarité est dangereuse. Qu'en tout état de cause, si on est poussé à l'objection de subsidiarité, on prendra des dispositions unilatérales. Elles ne sont pas souhaitables de mon point de vue, mais je pense qu'on ne peut pas, à un moment donné, dès qu'on est un peu gêné par un autre État membre qui a un problème, lui expliquer subsidiarité, circule, il n'y a rien à voir au plan européen. Si, c'est un sujet qui doit être traité au plan européen. Troisièmement, sur le champ de la réforme proposée par la Commission, on soutient la proposition de fixer dans la directive une durée maximale de détachement de 24 mois. Par contre, on s'interroge sur le seuil de 6 mois. Vous savez, on pense qu'il faut faire moins que le seuil de 6 mois pour pouvoir remplacer dans le cadre d'une mission, parce que les missions moyennes sont de 33 jours. Donc il faut vraiment que ce seuil soit restreint, de façon à ce qu'on ne réincrémente pas les 24 mois à chaque fois qu'on change un type. Vous voyez, c'est ça le sujet. On encourage évidemment le fait que le donneur d'ordre soit maintenant totalement responsable. On se déclare favorable à l'instauration d'une durée minimale d'emploi préalable à 3 mois avant le détachement de travailleurs. Donc aujourd'hui, ce que dit la commissaire Thyssen, c'est qu'il faut que les gens aient 3 mois d'emploi au moins chez eux avant le détachement, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont 0 mois d'emploi. On les récupère sur le marché du travail et on les détache. C'est du faux détachement. Le détachement doit être lié à une activité dans le pays d'origine. On regrette que la proposition de la Commission soit un peu faible sur le détachement intragroupe.
qui est le plus difficile à cerner. Et on déplore l'absence de législation européenne sur les opérations de cabotage autorisées à l'occasion d'un transport international. Ça, c'est le transport routier. C'est dissocié à Bruxelles. Ce n'est pas Mme Thyssen qui s'en occupe, c'est la DG Move, c'est-à-dire la DG Transport. On ne demande pas à Mme Thyssen de s'en occuper. Je pense que ce n'est pas souhaitable, d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui agrégerait contre nous les Espagnols, les Finlandais, les Suédois. Les clivages transport sont très différents des autres au niveau européen. Mais je pense qu'il faut que l'on demande, dans cette résolution, qu'effectivement, il sorte quelque chose sur le transport routier international. Parce qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas ce que c'est que le détachement pour des gens qui traversent des frontières, aujourd'hui, il n'y a plus que 10% du pavillon français qui est à l'international, et il ne le fait qu'avec des travailleurs sous-payés et qui sont payés au tarif du pays d'origine. Aujourd'hui, Géodis a des chauffeurs roumains payés à 210 €. Et si Géodis n'a pas les chauffeurs roumains payés à 210 €, Géodis renonce au transport international. Car à ce moment-là, Géodis a un chauffeur français qui renchérit considérablement le prix du transport. Étant entendu que c'est du transport international qu'on franchit les frontières, c'est la même problématique que les marins. À un moment donné, il n'y avait plus que des marins philippins. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je me permets de le dire ici, je suis personnellement favorable à ce qu'on décharge complètement de charges sociales les chauffeurs routiers français qui feraient de l'international. Je pense que c'est la seule façon de maintenir des chauffeurs routiers français sur l'international. C'est ce que l'on a fait sur le shipping pour les marins. Voilà. Et ça ne coûterait pas très cher, je vous le dis, je vous le suggère à votre commission, ça ne coûterait pas très cher parce qu'il n'y a plus de chauffeurs français à l'international. Il y a encore quelques boîtes françaises à l'international, mais elles ne peuvent pas employer des chauffeurs français. Si elles emploient des chauffeurs français, elles n'ont plus de clients. Voilà. Ça ne nous empêche pas de pousser à Bruxelles le fait qu'il faut une législation sur ces personnels hautement mobiles. Il y a une législation française qui a été mise en place, elle est impraticable, mais surtout, elle est impraticable de mon point de vue, on pourra en parler, mais peut-être pas ici, enfin, quand vous voudrez, mais en plus, elle fait l'objet d'une procédure d'infraction de la Commission. L'Allemagne a voulu faire pareil, c'est la même chose, elle a retiré sa législation. C'est très difficile sur les travailleurs hautement mobiles de savoir ce qu'est un détachement. Sur des travailleurs sédentaires, ils partent d'un pays A et ils vont travailler tant de temps sur un pays B. Sur des types qui tous les jours franchissent les frontières du Luxembourg, de la Belgique, de la France, c'est très très compliqué. Et donc, on demande dans la projet de résolution que l'on arrive à avoir un statut du travailleur mobile international, hautement mobile, hein, c'est-à-dire du travailleur routier, voilà. 2, je pense qu'en France, si on veut redonner la chance à des chauffeurs routiers français de faire l'international, il faudrait les décharger complètement de charges sociales. Voilà, sans que ça ait une conséquence considérable. Voilà, mes chers collègues, ce que je vous propose. Ça a été un peu long, mais j'espère que je me suis fait comprendre sur un sujet qui n'est pas si simple que ça. Voilà ce que je vous propose de voter aujourd'hui et d'adresser à la Commission européenne. Merci, monsieur le rapporteur, de cette présentation et toutes ces explications sur un sujet qui est, au demeurant, à la fois un atout, mais qui peut être très, très problématique si on ne régule pas tout ça. Et je me félicite que la France soit à l'avant-garde de ces avancées. Pour le groupe SER, monsieur Robillard. Monsieur Robillard pour le groupe SER.